Au dîner d'anniversaire de mariage des parents de ma femme, j'ai donné mon nom, mais le personnel a semblé perplexe. Désolé, votre nom n'est pas sur la liste. Choqué, j'ai demandé à ma femme. Elle a souri. Vous pensiez vraiment être invité? Les étrangers ne sont pas admis. J'ai souri calmement. Alors je vivrai comme un étranger et je suis parti. Mais pendant la cérémonie, le téléphone de la mère de ma femme s'est mis à sonner sans arrêt. La plaque en laiton sur le podium maîtresse brillait sous la chaude lumière ambrée de l'Alderidge Club, et je pouvais sentir ce mélange familier de vieux cuir, d'eau de Cologne coûteuse et de quelque chose qui m'a toujours rappelé le pouvoir. Peut-être était-ce juste l'odeur de l'argent lui-même. J'ai redressé ma cravate, la bleue marine que Clarissa m'avait choisie pour Noël dernier, et je me suis approché du podium avec cette assurance qui naît du sentiment d'appartenance, même si cet endroit ne ressemble jamais vraiment à la maison. Bonsoir, ai-je dit avec le sourire que j'avais perfectionné au cours de mes 6 années de mariage au sein de la famille Develin. Mason Beck, 2 personnes. Le matraé, un homme mince aux cheveux argentés plaqués en arrière comme s'il sortait d'un film des années 40, parcourait la liste des invités de son doigt manucuré avec la précision d'un chirurgien. Son doigt se déplaçait méthodiquement, ligne par ligne, et je regardais son expression passer de la courtoisie professionnelle à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. Il leva les yeux vers moi, puis se pencha sur la liste, puis me regarda de nouveau comme si j'étais une sorte d'illusion d'optique qui pourrait disparaître s'il clignait des yeux assez fort. « Je suis désolé, monsieur, dit-il, et sa voix portait cette politesse si particulière du Sud qui donnait toujours l'impression d'être poignardé au couteau. Votre nom n'est pas sur la liste. Ces mots me firent l'effet d'une gifle, mais je gardai ce sourire figé, car c'est ce qu'on fait quand on a passé près d'une décennie à apprendre à se débrouiller dans des salles pleines de gens qui parlent en sous-entendu et qui mesurent sa valeur au nombre de fils de sa chemise. Je suis désolé. Il doit y avoir une erreur, dis-je, et j'entendis le léger tremblement dans ma voix que je m'efforçais désespérément de réprimer. C'est le dîner d'anniversaire de Develin, n'est-ce pas? Les 40 ans de Conrad et Miranda. Oui, monsieur. Mais j'ai aidé à organiser ce dîner. J'ai continué. Et là, je parlais un peu trop vite. Comme on le fait quand on essaie de convaincre quelqu'un de quelque chose qu'on n'est pas tout à fait sûr de croire soi-même. J'ai conçu le diaporama. J'ai coordonné les traiteurs. J'ai même choisi l'accord mets-vin pour le poisson, car Conrad a ce faible pour le chardonnay californien. La matraé a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, et je me suis retourné pour voir Clarissa s'approcher, absolument magnifique dans cette robe de cocktail noir qui la faisait paraître tout droit sortie d'un magazine mondain. Ses cheveux blonds étaient relevés en un de ces chignons faciles à réaliser que son coiffeur a dû mettre 1 heure à peaufiner. Et elle portait les boucles d'oreilles en diamant que sa mère lui avait offertes pour notre mariage. Celles qui ont probablement coûté plus cher que ma première voiture. Clarissa, dis-je, et le soulagement m'envahit comme une vague de fraîcheur par une chaude journée. Dieu merci, tu es là. Il y a eu une confusion dans la liste des invités. Ils n'ont pas mon nom. Elle s'est arrêtée à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum, ce parfum français hors de prix, présenté dans un flacon de la taille d'un verre à liqueur et coûtant plus cher que le budget mensuel des courses de la plupart des gens. Pendant un instant, elle m'a simplement regardé, et il y avait quelque chose dans son expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quelque chose qui me retournait l'estomac, comme quand j'étais enfant et que je savais que j'allais avoir des ennuis pour une faute dont je n'avais même pas conscience. Puis elle a souri. Pas le sourire chaleureux et affectueux dont j'étais tombé amoureuse 9 ans plus tôt, quand nous nous sommes rencontrés dans ce café près de l'université. Pas même le sourire poli et sociable qu'elle arborait lors des réceptions caritatives et des dîners. C'était tout autre chose, quelque chose de froid, de tranchant et de définitif. Tu pensais vraiment être invité, a-t-elle demandé, d'une voix parfaitement posée, parfaitement maîtrisée, comme si elle commentait la météo ou me demandait de passer le sel. Les étrangers ne sont pas admis. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Les étrangers. Après 6 ans de mariage, après 9 ans passés ensemble, après d'innombrables dîners de famille, fêtes de fin d'année et anniversaires où je m'étais assise à leur table à rire des mauvaises blagues de Conrad sur le golf et à écouter les interminables histoires de Miranda sur ses déboires au club de jardinage après avoir aidé à organiser ce dîner, après avoir dépensé mon argent en fleurs et décorations et engagé le quatuor à cordes qui s'installait probablement dans la salle à manger principale. En ce moment même, j'ai senti quelque chose en moi se fissurer, comme la glace qui se brise sur un étang gelé, puis s'installer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne reconnaissais pas vraiment. La douleur était là, vive et immédiate, mais sous-jacente, il y avait autre chose,
une sorte de clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si j'avais regardé le monde à travers une vitre embuée, et que quelqu'un l'avait soudainement effacée. J'ai regardé Clarissa, je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas l'admettre, je l'ai vue clairement. J'ai vu qu'elle se tenait un peu trop loin de moi, comme si elle avait peur que je contamine sa robe de créateur. J'ai vu que ses yeux scrutaient déjà la pièce derrière moi. Moi, à la recherche de personnes plus importantes à qui parler. J'ai vu comment l'influence de sa mère l'avait façonné en quelqu'un capable de balayer 6 ans de mariage d'un seul mot. La Matrae observait ce petit drame se dérouler avec le même malaise professionnel que celui que l'on ressent après des années passées à observer les moments intimes de gens riches dans l'espace public. Un couple derrière nous commençait à murmurer et je sentais leur regard sur ma nuque comme de minuscules projecteurs. Mais voilà le problème avec les points de rupture. Ils sont en fait assez libérateurs une fois qu'on les a atteints. Toutes ces années à ravaler ma fierté, à accepter d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans mon propre mariage, à me convaincre que l'amour suffisait à combler le fossé entre leur monde et le mien. Tout cela s'est effondré comme de la vieille peinture qui s'écaille. Touché depuis avant que je me mariais. La photographie avait été ma passion à l'université. Ce que j'avais prévu de poursuivre professionnellement avant d'avoir été détourné par le monde plus pratique du conseil en logistique. La caméra se sentait étrangère dans mes mains au début, plus lourde que je ne me souvienne, mais familière aussi, comme saluer un vieil ami après des années de trop occupé pour rester en contact. J'ai commencé petit, en me promenant dans le quartier le soir, en prenant des photos de tout ce qui a attiré mon attention. Scènes de rue, détails architecturaux, personnes qui vont à propos de leur vie quotidienne sans aucune prise de conscience qu'ils étaient observés et capturés. C'était bien d'être à nouveau derrière une caméra, de voir le monde à travers un viseur plutôt que de la lentille de l'anxiété sociale constante qui était devenue mon mode de perception par défaut. Le silence dans l'appartement n'était plus vide. C'était à moi. Pour la première fois depuis des années, je pouvais penser mes propres pensées sans me soucier de la façon dont ils pourraient être reçus ou jugés. Je pouvais manger ce que je voulais pour le dîner sans déterminer si c'était suffisamment sophistiqué pour quelqu'un avec la palette raffinée de Clarissa. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision sans avoir à négocier avec quelqu'un qui pensait que mon goût et mon divertissement étaient embarrassants. Je pourrais simplement exister sans me surveiller constamment pour des signes de comportement qui pourraient être jugés inappropriés ou embarrassants ou pas assez bons pour les cercles que je devais vouloir emménager. Les efforts de contrôle des dégâts de Develin étaient apparemment en plein essor en fonction des extraits d'informations que j'ai ramassés dans la ville. Conrad avait embauché une sorte de consultant en gestion de crise pour aider à réhabiliter leur image familiale. Miranda s'était retirée de plusieurs comités de charité de haut niveau, affirmant que les problèmes de santé que tout le monde savait étaient vraiment des problèmes sociaux. Clarissa s'était apparemment soutenue à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes, espérant probablement que certains chiens stratégiques pourraient aider les gens à oublier les messages textes où elle s'était moquée des antécédents de son mari dans l'éducation. Mais rien de tout cela n'était plus mon problème. Pour la première fois depuis des années, le drame de la famille Develin se produisait autour de moi au lieu de moi. Et la différence était de libérer d'une manière que je ne m'attendais pas. J'étais enfin libre d'être moi-même au lieu d'essayer constamment d'être la version de moi-même qui pourrait un jour être acceptable pour les gens qui n'allaient jamais m'accepter de toute façon. Le silence n'était pas seulement l'absence de la voix de Clarissa dans l'appartement. C'était l'absence de tout le bruit qui encombrait ma vie depuis des années. L'inquiétude constante de savoir si je mesurais. L'effort épuisant pour être quelqu'un que je n'étais pas. Le bourdonnement d'arrière-plan de l'anxiété qui était devenu si familier que j'avais oublié ce que c'était que de vivre sans. Maintenant, il y avait juste du calme et de l'espace et le son de ma propre respiration dans un endroit qui ressemblait finalement à la maison. 2 semaines après le dîner d'anniversaire, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Non pas parce que quelqu'un l'avait suggéré, non pas parce que j'avais une sorte de panne, mais parce que pour la première fois dans ma vie d'adulte, je voulais comprendre qui j'étais vraiment quand je n'essayais pas d'être la version acceptable de quelqu'un d'autre. Le docteur Sarachin avait un bureau dans une maison victorienne convertie au centre-ville. Le genre d'endroit qui ressemblait plus à visiter une tante sage que à voir un professionnel de la santé mentale. Elle était probablement dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants tirés dans une simple queue de cheval et le genre de regard direct qui vous a fait sentir qu'elle pouvait voir à travers tout ce que vous essayez de vous vendre. Alors elle a dit lors de notre première session après lui avoir donné le compte rendu de base de ma situation, « Parlez-moi de l'homme que vous étiez avant de vous marier. » La question m'a pris au dépourvu parce que j'ai réalisé que je pouvais à peine me souvenir de cette personne. 6 ans de mariage avec Clarissa, 9 ans d'essayer de s'intégrer dans son monde,
avait progressivement effacé qui j'avais été, que je me sentais comme une archéologue essayant de reconstituer les fragments d'une civilisation perdue. J'avais l'habitude de prendre des photos, dis-je enfin. J'étais vraiment dans la photographie à l'université. Avec ce vieux Canon que j'avais acheté d'occasion et monté moi-même. Je passerais des heures à me promener dans le campus, au centre-ville, partout, à la recherche de photos intéressantes. Lumière et ombre, les gens pris dans des moments non gardés. La façon dont l'architecture pourrait raconter des histoires sur les gens qui l'ont construit. Qu'est-il arrivé à ce passe-temps? Clarissa pensait que c'était un peu, je ne sais pas, peut-être juvénile. Comme quelque chose que vous faites à l'université, mais pas quelque chose sur lequel un adulte sérieux passe du temps. Elle ferait des commentaires sur la façon dont je regardais toujours la vie à travers un objectif au lieu de le vivre. Le docteur Chin a fait une note sur son tampon juridique. Et qu'avez-vous pensé de cette évaluation? Je suppose que j'ai pensé qu'elle avait raison. Je veux dire, elle est venue de ce monde où les gens ont fait des choses importantes, où les passe-temps étaient censés être sophistiqués et sociaux. La photographie semblait un peu solitaire, et je ne sais pas assez impressionnante. Alors, vous l'avez abandonnée. J'ai rangé la caméra, je me suis dit que j'y reviendrais finalement quand j'ai eu plus de temps, quand nous étions plus installés. Mais il y avait toujours autre chose qui semblait plus important. Un événement social à assister, une obligation familiale, d'une manière dont je devais m'améliorer pour mieux m'intégrer dans son monde. Au cours des semaines qui ont suivi, le docteur Chin m'a aidé à comprendre à quel point je m'étais systématiquement démantelé au nom d'être un bon mari. Ce n'était pas seulement la photographie. C'était tout. Mon goût pour la musique, mon choix de restaurant, mes activités de week-end, mes amitiés, même la façon dont je parlais, m'habillais et que je me suis déplacé dans le monde. Tout cela avait été progressivement modifié, raffiné, poli jusqu'à ce que je devienne une version soigneusement organisée de moi-même qui pourrait un jour être acceptable pour les normes de la famille de Develin. Vous avez effectué une masculinité, a déclaré le docteur Chin lors d'une session au lieu de le vivre. Jouez le rôle de mari au lieu d'en être un. La question est, qui êtes-vous lorsque vous ne jouez pour personne? Cette question m'a hanté pendant des jours. Qui étais-je quand je n'essayais pas d'impressionner les parents de Clarissa? Je ne me souciais pas de dire la mauvaise chose à une fonction sociale. Je ne me surveillais pas constamment pour des signes de comportement qui pourraient être jugés inappropriés pour quelqu'un dans mes antécédents. J'ai commencé à expérimenter la découverte. J'ai acheté un abonnement au gymnase et j'ai recommencé à soulever des poids. C'était incroyable de pousser mon corps à me sentir fort et capable et physiquement puissant d'une manière que j'avais oublié était possible. J'ai recommencé à cuisiner aussi. Ce n'est pas le genre de repas de dîner élaboré que Clarissa avait préféré, mais la nourriture copieuse simple que j'avais grandi en mangeant. Pot rôti et purée de pommes de terre, poulet frit et biscuits, nourriture réconfortante qui avait le goût de la maison et ne nécessitait pas un appariement de vin ou une présentation fantaisie pour être satisfaisante. Plus important encore, je me suis reconnecté avec Elsie Morrison, mon amie de l'université, qui avait réussi à rester en contact malgré mes années de trop occupées avec des obligations de la famille de Lélin pour maintenir de véritables amitiés. Elsie était un défenseur public maintenant, dur comme des ongles et intelligent comme l'enfer. Le genre de femme qui pourrait déchirer l'argument d'un procureur devant le tribunal, puis vous acheter une bière par la suite pour se compariter sur l'état du système judiciaire. Jésus-Christ, maçonne, dit-elle quand je l'ai appelée à l'improviste et nous avons suggéré de prendre du café. Je commençais à penser que vous aviez été enlevé par des extraterrestres ou que vous avez rejoint une sorte de culte. Où diable avez-vous été ces dernières années? Marié, dis-je, et d'une manière ou d'une autre, un mot contenait toute l'explication. Nous nous sommes rencontrés dans un bar de plongée près de son bureau, le genre d'endroit avec des sols collants et de la bière bon marché et une prétention absolument zéro sur ce qu'elle était ou qui il a servi. Courtis que la plupart des avocats entières. Acceptation qui n'allait jamais venir. Parler jusqu'à ce que j'ai tout en sortir. Quand j'ai fini, elle était silencieuse pendant un long moment, tourbillonnant la bière dans sa bouteille et regardant l'étiquette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Tu veux savoir ce que je pense? Dit-elle enfin. C'est pourquoi je t'ai appelé. Je pense que vous vous êtes rétréci pour ce maçon de famille. Vous êtes un putain de gratte-ciel qui prétend être un placard à balai. Vous étiez toujours trop bon pour les gens qui ne pouvaient pas voir ce que vous valiez. Mais quelque part le long de la ligne, vous avez commencé à croire leur évaluation au lieu de la vôtre. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Je me suis rétréci,
je me rendais plus petit et plus calme et moins substantiel, en espérant que si je prenais moins de place dans le monde, il y aurait peut-être de la place pour moi dans la leur. Le maçon que je connaissais à l'université, a poursuivi Elsie, était confiant et drôle et passionné par les choses. Il avait des opinions et n'avait pas peur de les partager. Il s'est levé pour lui-même et pour les autres quand cela comptait. Ce qui s'est passé à ce gars? Il s'est marié, dis-je. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Pas un rire amer et cynique, mais quelque chose de authentique et surpris, comme je me souvenais de ce que l'humour ressentait. Lorsque les papiers de divorce sont arrivés 3 semaines plus tard, livrés par un cerf qui semblait s'excuser de déranger mon samedi matin, je les ai signés sans hésitation. Clarissa n'avait pas demandé grand-chose. Elle gardait l'appartement, qui avait été en son nom de toute façon, et la plupart des meubles, que ses parents avaient achetés, et la voiture, un cadeau de mariage de Conrad et Miranda. Elle voulait la moitié de mes économies de retraite, ce qui semblait assez juste étant donné que nous étions mariés depuis 6 ans, et elle faisait preuve de prétention à la pension alimentaire, probablement parce que prendre de l'argent pour moi aurait été trop, comme admettre que j'avais réellement contribué quelque chose de précieux au mariage. L'ensemble du processus était étonnamment simple et étonnamment définitif. Une signature et 6 ans de mariage sont devenus une pile de documents juridiques qui seraient déposés dans un sous-sol du palais de justice et oubliés par tous, sauf les 2 personnes dont la vie juste officiellement coupée. Mais la partie la plus révélatrice est arrivée à la fin lorsque Conrad et l'avocat de Miranda ont appelé à m'offrir un règlement. Teignez de l'argent essentiellement pour garder le silence sur tout ce que je sais sur les affaires privées de la famille. Mes clients sont prêts à offrir une somme substantielle, a déclaré l'avocat dans le type de ton doux et professionnel qui a probablement coûté $500 de l'heure en échange de votre pouvoir discrétionnaire concernant certaines questions familiales. Je ne l'ai même pas laissé terminer le terrain. Dites à vos clients de garder leur argent, j'ai dit, et dites-leur de le dépenser sur un miroir parce que c'est ce dont ils avaient vraiment besoin, une chance de se regarder attentivement et de comprendre comment ils deviendraient le genre de personnes qui pensaient que l'amour était quelque chose que vous pouviez acheter. Et la loyauté était quelque chose que vous pouviez exiger sans gagner. 6 mois après cette nuit au Aldridge Club, je me suis retrouvé debout à l'arrière d'une petite galerie dans le quartier des Arts, allaiter une tasse en plastique de vin bon marché et essayer de ne pas étaler avec ma cravate. L'espace était rempli de gens que je ne m'attendais pas à voir en un seul endroit. Mon frère Desmond, qui avait chassé de Charlotte juste pour ce soir. Elsie, qui avait réussi à s'éloigner de sa charge de casse pendant quelques heures. Le Dr Chan, qui avait fait une exception à sa politique habituelle concernant la participation aux événements personnels de ses patients. Même mon ancien professeur de l'université, le Dr Martinez, qui avait entendu parler de l'émission et voulait voir ce que son ancien étudiant avait fait. Mais il n'y avait pas un seul Develin en vue. Et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait exactement à la bonne liste d'invités. L'exposition de photographie était petite, juste 24 imprimés affichés sur les murs blancs de la galerie Méridian, un espace confortable spécialisé dans les artistes locaux émergents et les travaux expérimentaux que les plus grandes galeries ne toucheraient pas. La propriétaire, une femme nommée Rebecca, qui semblait être sortie d'un catalogue d'école d'art des années 1960, avait découvert mon travail à travers un accident pur lorsque j'avais tourné une photographie de rue devant sa galerie un après-midi. Ce sont incroyables, a-t-elle dit, regardant les images sur l'écran d'affichage de mon appareil photo pendant que j'essayais d'expliquer que je n'étais qu'un amateur, pas un vrai photographe. Tu as un œil pour capturer les gens dans des instants où ils pensent que personne ne regarde. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez enseigner. C'est quelque chose que vous avez soit ou vous ne le faites pas. 3 mois plus tard, j'étais ici avec mon nom imprimé sur une petite pancarte près de l'entrée de la galerie. Photographies invisibles de Mason Beck. Ce n'était pas exactement le Metropolitan Museum of Art, mais c'était le mien, et cela a fait toute la différence dans le monde. Les photos elles-mêmes ont raconté l'histoire de mon voyage à moi-même au cours des 6 derniers mois. Il y avait des scènes de rue de mes promenades dans la ville, des détails architecturaux qui m'avaient attiré pendant mes errances du week-end, des portraits de personnes que j'avais rencontrées dans des cafés et des librairies, et le gymnase où j'avais reconstruit ma force physique avec mon indépendance émotionnelle. Mais la pièce maîtresse de l'exposition, la photographie qui avait attiré le plus d'attention et de conversation tout au long de la soirée, a été un coup de nuit que j'avais pris devant le club Aldridge environ 1 mois après le dîner d'anniversaire. J'avais traversé le chemin du retour du dîner avec Elsie quand j'avais remarqué à quel point la fontaine devant le club était en dessous les réverbères. Dramatique et élégant et en quelque sorte solitaire, comme un monument à quelque chose qui comptait mais ne faisait plus. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai passé 1 heure à obtenir le coup correctement,
expérimentant différents angles et expositions jusqu'à ce que je capture exactement ce que je voyais. La fontaine a dominé le cadre, en cascade d'eau dans des arcs congelés sous la lueur chaude des réverbères ornés. Mais dans le coin inférieur, à peine visible à moins que vous ne sachiez le chercher, le reflet d'un homme s'éloignait. Ma propre silhouette a capturé dans le trottoir humide alors que j'avais bougé pour obtenir un meilleur angle. Je l'ai intitulé l'étranger, et tous ceux qui l'avaient vu semblaient comprendre immédiatement qu'il s'agissait de plus qu'une fontaine ou un bâtiment ou un homme avec une caméra. C'était à peu près au moment où vous avez finalement cessé d'essayer d'appartenir quelque part qui n'a jamais été censé être votre maison. Celui-là me donne des frissons chaque fois que je le regarde, a déclaré Elsie, apparaissant à côté de moi avec sa propre tasse de vin en plastique et hochant la tête vers la photographie. C'est comme si vous étiez capturé le moment exact que vous avez décidé de cesser de donner un moment sur leur approbation. Quelque chose comme ça, j'ai dit que la liberté n'était pas quelque chose que vous avez aidé pour la permission de la permission. Fatigué de vivre dans une cage que vous avez aidé à construire. Vous rangez tout cela, a-t-il dit, faisant un geste vers le mur autour de nous. Je veux dire, regarde ce truc. Tu es vraiment doué. J'ai oublié que j'étais bon dans ce domaine. J'ai admis avoir passé tant d'années à dire que mes intérêts n'étaient pas suffisamment sophistiqués ou assez importants pour que j'ai commencé à le croire moi-même. Le docteur Chin est apparu à mon coude, souriant de cette façon qu'elle l'avait fait alors qu'elle était particulièrement satisfaite d'un progrès des patients. Vous savez ce que je trouve le plus intéressant dans cette collection? Elle a dit, chaque image concerne les gens eux-mêmes quand ils pensent que personne ne regarde. Cela prend une sorte d'empathie spéciale, la capacité de voir et d'apprécier l'authenticité chez les autres. Elle avait raison, même si je ne l'avais pas planifié consciemment de cette façon. L'homme d'affaires détendant sa cravate alors qu'il a marché à sa voiture après une longue journée. La femme riant de quelque chose sur le téléphone en attente de l'Eldeman Knowing Pigeon dans le parc avec le gentil. Le point culminant de son après-midi. Vers 9 heures, appuyant sur une fourchette contre son verre à vin jusqu'à ce que la conversation soit dirigée. Je voulais juste remercier tout le monde d'être sorti ce soir pour célébrer la première exposition solo de Mason. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Meridian Gallery est spécialisé dans la présentation d'artistes qui ont quelque chose d'unique à dire sur l'expérience humaine. Et je pense que vous êtes tous d'accord que le travail de Mason parle de quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre. Ce sentiment d'être à l'extérieur en regardant et le courage qu'il faut pour enfin s'éloigner des endroits qui ne voient pas votre valeur. Il y avait des applaudissements, chaleureux et authentiques, à partir de la quarantaine de personnes se sont dispersées dans le petit espace. Alors que je regardais dans la pièce, j'ai réalisé que c'était à quoi ressemblait la communauté. Pas le réseautage artificiel des événements de charité galas et country club, mais le rassemblement organique de personnes qui avaient choisi de soutenir quelque chose que vous aviez créé parce qu'il leur a parlé d'une manière ou d'une autre. Après la fin de la réception officielle et que la majeure partie de la foule s'est dispersée, je me suis retrouvé seul à la galerie avec Rebecca, l'aidant à nettoyer les tasses en plastique et les serviettes en papier pendant qu'elle me parlait des demandes qu'elle avait déjà reçues d'acheteurs potentiels. La photographie de la fontaine en particulier, dit-elle, enroulant les restes de fromage et de craquelin et enveloppes en plastique. J'ai eu 3 personnes de demander de l'acheter ce soir. Êtes-vous préparé à cela psychologiquement? Laissez aller quelque chose d'aussi personnel. J'y ai pensé un instant, en regardant l'image qui avait commencé comme un moment privé de catharsis et devenu en quelque sorte une déclaration publique sur la recherche du courage de partir. Ouais, dis-je enfin. Je pense que je suis. Ce moment appartient au passé maintenant. Je suis prêt à voir ce qui vient ensuite. En marchant vers ma voiture ce soir-là, je ressentais quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. La sensation d'être exactement là où j'étais censé être, faisant exactement ce que j'étais censé faire, entouré de gens qui m'ont vu clairement et ont aimé ce qu'ils ont vu. Ce n'était pas la validation artificielle qui provient enfin de mesurer les normes impossibles de quelqu'un d'autre. C'était la plus profonde satisfaction de découvrir que vous étiez assez comme vous l'étiez pour les personnes qui comptaient. Mon téléphone a bourdonné un SMS alors que je déverrouillais ma voiture. Et pendant une fraction de seconde, mon cœur a sauté avec la vieille anxiété que c'était peut-être Clarissa. Peut-être qu'il y avait un nouveau drame ou une crise qui a nécessité mon attention. Mais c'était juste Elsie, qui était déjà retournée à sa propre voiture. Fier de toi ce soir. Appelez-moi demain. Je veux tout entendre sur ce qui vient ensuite. Qu'est-ce qui est venu ensuite? Pour la première fois dans ma vie d'adulte, cette phrase m'a rempli d'excitation plutôt que d'anxiété parce que j'ai finalement compris que je n'avais besoin de la permission de quelqu'un pour construire la vie que je voulais.
N'avait besoin de l'approbation de quelqu'un pour poursuivre les choses qui m'ont apporté de la joie. N'avait pas besoin de s'excuser d'avoir pris de la place dans le monde. L'étranger que Clarissa avait vu cette nuit-là au Aldridge Club, ce n'était plus une insulte. C'était la vérité. J'étais un étranger au monde dans lequel ils ont essayé de me forcer. Et c'était exactement là que je voulais être parce que parfois être étranger au mauvais monde est la première étape vers la recherche de votre place dans la bonne. Sur un mur. Je lui ai alors souri, et j'ai senti combien ce sourire était différent de tous ceux que je lui avais adressés au fil des ans. Celui-ci était calme, froid et totalement honnête. Alors je vivrai comme une étrangère, ai-je dit d'une voix ferme, claire et pleine d'appartenance. Tout à fait à moi. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie, mes pas résonnant sur le sol en marbre du grand hall de l'Aldridge Club. Je n'ai pas regardé Clarissa, je n'ai pas attendu qu'elle me rappelle, qu'elle essaie de s'expliquer ou de s'excuser. Je suis simplement passé devant les peintures à l'huile de gentleman du Sud depuis longtemps disparues. Devant le lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que la plupart des maisons, devant ce monde qui n'avait jamais vraiment été le mien et qui ne le serait jamais. Le voiturier m'a amené ma voiture, ma Honda fiable qui paraissait d'une modestie embarrassante à côté des BMW et des Mercedes alignés le long de l'allée circulaire. Je lui ai donné un bon pourboire, car c'était juste un travailleur comme moi qui essayait de réussir dans un monde qui vous valorisait en fonction de l'argent que vous aviez sur votre compte courant. En quittant l'Aldridge Club, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Ce que j'ignorais, c'est que le téléphone de la mère de Clarissa se mettrait à sonner sans arrêt avant la fin de la nuit. Mais c'est une autre histoire. Je m'appelle Mason Beck et j'ai 35 ans. Même si certains jours, j'ai l'impression d'avoir vécu près de 3 vies. Je suis le mari de Clarissa Devlin. Enfin, Clarissa Beck, techniquement, cependant, elle n'a jamais été particulièrement enthousiaste à l'idée d'utiliser mon nom de famille, surtout avec sa famille. Nous sommes mariés depuis 6 ans maintenant, et ensemble depuis 9 ans au total. Et si vous m'aviez demandé au début si je pensais que nous en arriverions là aujourd'hui, j'aurais ri et vous aurais dit que vous étiez fou. À l'époque, je pensais que l'amour suffisait. J'en étais même convaincu. Je croyais, avec cette certitude naïve qui naît de la jeunesse, de la bêtise et de l'amour fou, que si 2 personnes s'aimaient suffisamment, elles pouvaient tout surmonter. Des origines différentes, des classes sociales différentes, des attentes différentes quant à la vie. Je pensais qu'être présent suffisait. Qu'être présent, engagé et prêt à travailler dur pour notre relation comblerait en quelque sorte le fossé entre qui j'étais et qui sa famille pensait que je devais être. J'avais tort. J'ai grandi à Millfield, une petite ville à environ 3 heures au sud d'ici, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, à moins de s'être perdus en route vers un endroit plus important. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, où le plus grand frisson du vendredi soir est le match de football américain du lycée, et où travailler de ses mains n'est pas seulement respectable, c'est nécessaire à la survie. Mon père tenait un petit garage et ma mère travaillait au bureau du greffier du comté. Ensemble, ils gagnaient de quoi nourrir et loger nos familles, mais pas beaucoup plus. J'ai été le premier de ma famille à aller à l'université et j'ai bossé comme un dingue pour y arriver. 2 emplois en 4 ans. J'étais serveur dans un restaurant près du campus et je travaillais le week-end dans une entreprise de déménagement, chargeant des meubles dans des camions jusqu'à ce que mon mal de dos et mes mains soient tachés à jamais de saleté qu'aucun frottage ne pourrait faire disparaître complètement. Mais ce travail ne me dérangeait pas, car je savais qu'il était temporaire. Je savais que ça menait à une meilleure carrière. J'ai fait une spécialisation en commerce, avec une spécialisation en logistique. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans un cabinet de conseil de taille moyenne, ici, en ville. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais un travail honnête et bien rémunéré, suffisamment bien rémunéré pour me permettre de louer un appartement décent et de commencer à rembourser mes prêts étudiants. J'aidais les entreprises à trouver comment optimiser l'écoulement de leurs produits, à réduire leurs coûts sans faire de compromis, à construire des chaînes d'approvisionnement capables de résister aux tempêtes qui plombent les petites entreprises. Au fil des ans, je me suis forgé une solide réputation dans mon domaine. Je ne gagnais pas le genre d'argent qui vous permet d'être invité à des galas de charité ou d'être cité dans la rubrique économique du journal, mais je réussissais suffisamment bien pour pouvoir me targuer d'une réussite, quel que soit le critère. J'avais un bel appartement, une voiture fiable, de l'argent sur mon compte épargne et un travail qui me stimulait intellectuellement sans me prendre toute ma vie. C'est là que j'étais quand j'ai rencontré Clarissa il y a 9 ans chez Béander, Dondette, un petit café près de l'université où j'allais parfois travailler sur des propositions de conseil le soir.
Elle était en dernière année de master en histoire de l'art, ce qui, comme je l'apprendrai plus tard, n'était qu'un prétexte pour retarder au maximum son entrée dans la vie active. Elle était belle, avec cette simplicité que certaines femmes ont. Des cheveux blonds toujours parfaitement ébouriffés, des yeux bleus qui semblaient pétiller même sous les néons du café, et un sourire qui vous faisait oublier vos inquiétudes 5 secondes plus tôt. Mais ce n'était pas seulement son physique qui m'attirait. Elle était intelligente et drôle et semblait sincèrement intéressée par mon travail. Ces questions pertinentes sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement m'ont fait réaliser qu'elle écoutait mes réponses au lieu d'attendre son tour pour parler. Nous avons commencé à sortir ensemble et, pendant les premiers mois, tout était parfait. Elle ne ressemblait à personne que j'avais rencontré. Sophistiquée et cultivée, elle m'a donné envie de devenir une meilleure version de moi-même. Elle m'a fait découvrir des musées et des galeries d'art, des restaurants dont la carte n'était pas en anglais et dont les serveurs portaient des cravates qui coûtaient probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Elle m'a donné le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de plus important que la vie de petite ville que j'avais quittée. Mais j'ai rencontré sa famille et tout a changé. Conrad et Miranda Devlin sont ce qu'on appelle ici des « vieilles fortunes », même si je soupçonne que ce soit une façon polie de dire qu'ils ont hérité de leur fortune plutôt que de la gagner. Ils vivent dans une vaste propriété dans le quartier le plus huppé de la ville, le genre d'endroit avec des grilles en fer forgé, une allée circulaire et une superficie suffisante pour abriter une petite armée. Conrad a fait fortune dans l'immobilier dans les années 70 et 80, achetant des parcelles du centre-ville quand personne n'en voulait, puis les conservant jusqu'à ce que la ville se développe autour de ses investissements. Miranda est issue d'une de ces vieilles familles du Sud dont les origines remontent à avant la guerre de sécession. Et elle ne laisse personne l'oublier. Elle a ce charme du Sud si particulier, chaleureux et accueillant en apparence, mais qui cache une acuité profonde, comme du miel versé sur du verre brisé. Elle peut lancer une insulte avec une telle fluidité qu'on ne se rend compte de sa blessure qu'au moment où l'on saigne sur son tapis perçant. Dès mon arrivée dans leur monde, il était clair que je n'avais pas ma place. Je n'étais ni médecin, ni avocat, ni l'héritier d'une fortune familiale. Je n'avais ni le pédigré, ni les bonnes relations, ni le bon nom de famille. J'étais juste Mason Beck de Millfield, un self-made man parti de rien. Et à leurs yeux, cela ne faisait de moi absolument rien. Mais j'aimais Clarissa, et elle disait qu'elle m'aimait. Alors je me suis convaincu que l'opinion de ses parents n'avait aucune importance. Quand Conrad faisait des blagues sur mes humbles origines, ou que Miranda posait des questions pointues sur mes origines familiales, Clarissa me serrait la main sous la table et murmurait plus tard que je devais les ignorer. C'est démodé, disait-elle. Ils finiront par changer d'avis une fois qu'ils vous connaîtront mieux. Sauf qu'ils ne l'ont jamais fait. Et au fil des ans, Clarissa a cessé de me serrer la main sous la table. Au lieu de cela, elle a commencé à la retirer dès que je la prenais. Elle a commencé à approuver les pics subtils de ses parents au lieu de me défendre. Elle a commencé à me traiter moins comme son mari et plus comme un secret embarrassant qu'elle devait gérer. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû reconnaître les signes que notre mariage se dégradait lentement sous le poids de la désapprobation de sa famille. Mais je continuais à croire que l'amour suffirait. Que si je travaillais plus dur, si je restais engagé et si je me montrais digne, les choses finiraient par s'améliorer. Ce soir, debout dans le hall de l'Alderidge Club, mon nom brillamment absent de la liste des invités, j'ai enfin compris la vérité. L'amour ne suffirait jamais, car on ne peut pas construire un mariage avec quelqu'un qui a honte de qui on est. Avec le recul, je me rends compte que j'ai passé la majeure partie de mon mariage à vivre comme un invité dans ma propre vie. Toujours reconnaissant d'être inclus, mais jamais vraiment sûr d'être le bienvenu. Dans notre mariage, j'étais utile, mais pas respecté. Un peu comme un appareil électroménager hors de prix que personne n'apprécie particulièrement, mais dont tout le monde dépend pour faire le travail. Je réparais les choses quand elles tombaient en panne. J'étais présent quand on avait besoin de moi, et je me taisais quand la conversation abordait des sujets qui, apparemment, ne m'étaient pas destinés. Les parents de Clarissa, Conrad et Miranda, avaient ce regard qui me donnait l'impression d'être un homme à tout faire qui avait réussi à s'en sortir bien au-dessus de son rang. Et honnêtement, c'est peut-être exactement comme ça qu'ils me voyaient. Pour eux, je n'étais pas Mason Beck, consultant en logistique à succès, diplômé de l'université et à la réputation grandissante dans son domaine. J'étais juste un ouvrier sans expérience qui avait eu la chance d'attirer l'attention de sa fille lors d'une brève erreur de jugement. L'exclusion a commencé petit, si subtil que je me suis presque convaincu que je les imaginais. Des dîners de famille où la conversation dérivait sur des blagues et des souvenirs partagés d'avant mon arrivée, me laissant assis là,
tel un spectateur de la vie de quelqu'un d'autre. Des fêtes de fin d'année où j'arrivais et découvrais que tout le monde avait reçu un programme détaillé, tandis que je devais composer le programme en suivant le rythme comme un touriste égaré. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, à chaque Pâques, le schéma était le même. Ils invitaient Clarissa et sa famille, mais je n'étais pas toujours inclus, même si techniquement, je faisais aussi partie de la famille. Parfois, Clarissa mentionnait avec désinvolture. Généralement, pendant qu'elle s'habillait pour l'événement, que ses parents avaient expressément demandé qu'elle vienne seule cette fois-ci. Ce ne sera qu'une petite chose, disait-elle. Sans vraiment me regarder dans les yeux. Vous comprenez, non? Ils veulent que ça reste intime. Intime. C'était leur mot préféré pour des événements où, d'une manière ou d'une autre, je ne me trouvais jamais à table. Les soirées caritatives étaient les pires, cependant. Conrad et Miranda étaient des figures emblématiques de la philanthropie locale, le genre de personnes dont les noms étaient gravés sur des plaques et les photos publiées dans les pages mondaines pour avoir fait des chèques à des causes louables. Ils organisaient des collectes de fonds élaborées au country club, des soirées en smoking où tout le monde se présentait pour voir et être vu, prétendant se soucier de la cause à la mode cette saison-là. Clarissa adorait ces événements. Elle passait des semaines à se préparer, à acheter la robe parfaite, à se faire coiffer et maquiller par des professionnels qui facturaient une séance plus chère que la plupart des gens en une semaine. Elle descendait les escaliers comme si elle sortait d'un magazine. Elle était radieuse, d'une manière qui me rappelait pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Et j'étais là aussi, vêtu de mon plus beau tailleur, le seul smoking impeccable que j'avais acheté pour notre mariage et que j'avais porté à chaque événement officiel depuis, me sentant comme un imposteur dans ma propre vie. Car si Clarissa était assise à la table d'honneur avec ses parents et leur cercle d'amis influents, je me retrouvais inévitablement relégué au fond de la salle, coincé à une table avec d'autres personnes qui ne correspondaient pas tout à fait à la hiérarchie sociale, mais qui avaient suffisamment d'argent ou de relations pour mériter une invitation. C'était comme être assis dans la partie réservée aux invités lors d'un mariage. Assez près pour assister à l'événement principal, mais assez loin pour que tout le monde comprenne que vous ne faisiez pas vraiment partie de la famille. Je restais assis là, à manger du poulet en caoutchouc et à écouter des banalités sur les maisons de vacances et les portefeuilles d'actions, regardant ma femme rire et briller à la table importante pendant que j'essayais d'engager la conversation avec un agent d'assurance à la retraite et sa femme, éleveuse de caniches champions. Le message était clair. J'étais suffisamment utile pour être là quand ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer la logistique ou signer un chèque, mais je n'étais pas assez bon pour m'asseoir avec la vraie famille quand ça comptait. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que ces gens étaient superficiels et matérialistes, que leur approbation ne valait pas la peine d'être obtenue de toute façon. Je me disais que j'aimais Clarissa et qu'elle m'aimait, et que c'était tout ce qui comptait vraiment au final. Mais on ne peut se dire quelque chose que pendant un certain temps avant de se demander si les autres ne voient pas en nous quelque chose qui nous échappe. Le fait est que j'aimais Clarissa malgré tout. Malgré les rappels constants que je n'étais pas à la hauteur de sa famille, malgré le fait qu'elle avait commencé à être d'accord avec eux plus souvent qu'à me défendre, j'aimais toujours la femme que j'avais épousée. J'aimais son rire, sa façon de froncer le nez quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. Sa façon de se blottir contre moi le dimanche matin, quand le reste du monde semblait loin. Mais l'amour fondé sur un respect à sens unique à un point de rupture, et je me rapprochais dangereusement du mien. Le problème n'était pas seulement que sa famille me traitait comme une employée. Le problème était que Clarissa avait commencé à me traiter comme ça aussi. À un moment donné, elle avait cessé de me voir comme son partenaire et commençait à me voir comme son projet, quelqu'un qu'il fallait gérer et contrôler, et dont il fallait parfois s'excuser lorsqu'il ne répondait pas aux normes de la bonne société. Elle corrigeait ma grammaire lors des dîners, intervenant avec un sourire éclatant chaque fois que j'utilisais une expression apparemment peu sophistiquée pour la compagnie que nous recevions. Elle choisissait mes vêtements pour les événements importants, les étalant sur le lit comme si j'étais un enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance pour s'habiller convenablement. Elle me briefait dans la voiture, en route pour des réceptions, me rappelant les sujets à éviter et les personnes avec lesquelles je devais me méfier particulièrement. Rappelle-toi juste, me disait-elle en vérifiant son rouge à lèvres dans le rétroviseur pendant que je nous conduisais à un énième événement où je serais toléré, mais pas la bienvenue. Madame Patterson est très susceptible à propos de son divorce. Etage M. Whitman n'aime pas parler de ses problèmes professionnels. Oh, et essaie de ne pas parler de ton travail, sauf si on te le demande expressément. Les gens trouvent toute cette logistique un peu ennuyeuse. Les gens trouvaient mon travail ennuyeux. Ma brillante carrière, bâtie de toutes pièces par des années de travail acharné et de dévouement,
était apparemment trop ennuyeuse pour être évoquée dans une conversation polie. Mieux valait sourire, hocher la tête et laisser les personnes importantes parler de choses importantes, tandis que je restais assise là, comme un meuble en smoking. Je pensais que le dîner d'anniversaire serait différent. Vraiment. Peut-être que cela me rend naïve. Mais après 6 ans de mariage, après tous les compromis, les accommodements et les petites humiliations que j'avais endurées pour préserver la paix familiale, je me disais que cette fois-ci, ce serait peut-être différent. J'avais contribué à l'organisation. Après tout, j'avais passé des semaines à coordonner les prestataires, à concevoir le diaporama hommage, à m'assurer que chaque détail soit parfait pour la grande soirée de Conrad et Miranda. Je pensais sûrement qu'après tout ce travail, après tous ces efforts pour rendre leur célébration spéciale, ils voudraient que je sois là pour voir le fruit de mon travail. Clarissa insisterait sûrement pour que son mari soit présent à la plus importante fête de ses parents. Mais assise dans ma voiture devant l'Alderidge Club, ressassant les paroles de Clarissa dans ma tête, tu croyais vraiment être invité? Les étrangers ne sont pas admis. J'ai enfin compris la vérité que j'avais évitée pendant des années. Ce n'était pas une erreur. C'était un message, et ce message était limpide. Peu importe mon amour pour elle, mes efforts pour m'intégrer, peu importe le nombre d'années de notre mariage, je serai toujours une étrangère dans leur monde. Je serai toujours l'étrangère qui a réussi à s'intégrer dans la famille par mariage, mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place à la table. L'Alderidge Club est perché sur une colline surplombant la ville, telle une sorte de forteresse pour les riches. Tout en briques rouges, colonnes blanches et fenêtres brillantes comme polies 2 fois par jour par des domestiques ayant signé un accord de confidentialité. C'est le genre d'endroit où l'adhésion se transmet de génération en génération, comme un héritage familial, où le parking ressemble à une concession de voitures de luxe et où le personnel de la salle de musculation gagne probablement plus de pourboire en un seul événement que la plupart des gens en un mois. J'y étais allé des dizaines de fois au fil des ans. Toujours avec Clarissa et sa petite amie. J'avais toujours l'impression de porter un costume qui ne m'allait pas. Mais ce soir-là, c'était censé être différent. Ce soir-là, je n'étais pas un simple mari venu au hasard pour remplir une obligation sociale. Ce soir-là, j'étais censé faire partie de la famille qui célébrait les 40 ans de mariage de Conrad et Miranda. L'ironie du sort ne m'avait pas échappé, j'avais participé à l'organisation de cette célébration dans les moindres détails. 3 semaines auparavant, Clarissa m'avait sollicité pour les préparatifs, et je m'étais lancé dans le projet avec un enthousiasme qui aurait dû être un signal d'alarme. J'étais si reconnaissant d'être enfin associé à quelque chose d'important, si désireux de prouver que je pouvais apporter une contribution significative à la vie de sa famille, que j'avais accepté avant même qu'elle ait fini de me poser la question. Je passais mes soirées à appeler les fournisseurs et à comparer les prix. Mes pauses déjeuner à rechercher des quatuors à cordes et des accords mets 20. Mes week-ends à parcourir la ville en voiture pour goûter aux offres de traiteurs et inspecter les compositions florales. J'avais conçu les invitations numériques moi-même, travaillant tard le soir pour peaufiner la police et la mise en page, en y intégrant des photos de famille que Miranda m'avait autorisé à contre-cœur à emprunter de sa collection personnelle. Le diaporama était mon idée, un hommage numérique diffusé pendant le dîner avec des photos des 4 décennies de vie commune de Conrad et Miranda. J'avais passé des heures à numériser de vieilles photos, à ajuster la balance des couleurs et la netteté, à les classer par ordre chronologique sur une bande sonore de chansons de leur année de mariage. C'était le genre de touche personnelle qui, je pensais, leur montrerait combien je tenais à leur famille, combien je voulais faire partie de leur histoire. J'avais même géré la logistique de la liste des invités, j'avais appelé ma famille et mes amis pour confirmer leur présence, gérer les réponses, coordonner l'équipe événementielle du club pour m'assurer que les restrictions alimentaires étaient respectées et que les places étaient bien placées. Pendant 3 semaines, j'avais été la personne ressource pour la célébration de l'anniversaire de Conrad et Miranda, et j'en avais savouré chaque instant, car j'avais enfin le sentiment d'avoir un rôle à jouer dans cette famille, au-delà de celui qui avait épousé leur fille. Mais ce soir-là, en montant ces marches de pierre, en redressant ma cravate et en vérifiant ma montre pour ne pas être en retard, j'ignorais totalement que mon nom avait été volontairement omis de la liste des invités que j'avais contribué à établir. J'ignorais totalement qu'alors que je confirmais l'heure d'arrivée du quatuor à cordes et que je vérifiais la sélection des vins, Clarissa et ses parents avaient décidé que je ne serais pas le bienvenu à la fête que j'avais organisée pendant des semaines. Les paroles de la matraille résonnaient encore dans ma tête, assis dans ma voiture sur le parking. Moteur en marche, mais nulle part où aller. Ton nom n'est pas sur la liste. Une phrase si simple, mais elle portait le poids de 6 ans de mariage. 9 ans à essayer de m'intégrer dans un monde qui ne m'avait jamais voulu. J'ai essayé de lui expliquer,
de lui faire comprendre qu'il y avait forcément une erreur. J'ai aidé à organiser ce dîner, avais-je dit. Et même maintenant, j'entendais le désespoir s'insinuer dans ma voix. La façon dont il devenait plus aigu et plus rapide quand j'essayais de convaincre quelqu'un de quelque chose qui n'aurait pas dû l'être. J'ai conçu le diaporama. J'ai coordonné les services des traiteurs. J'ai même choisi l'accord mets-vin pour le poisson, car Conrad a ce faible pour le chardonnay californien. Mais le matra m'avait simplement regardé avec cette sympathie professionnelle que les gens du secteur des services perfectionnent après des années à gérer des situations sociales difficiles. Il avait vu cela avant que je ne m'en rende compte. Il avait probablement vu des dizaines de drames familiaux se jouer dans ce hall de marbre. Vu d'innombrables personnes découvrir qu'elle n'était pas aussi importante qu'elle le pensait. Puis Clarissa était apparue, absolument sublime dans cette robe de cocktail noir qui moulait sa silhouette à tous les endroits. Ses cheveux relevés en un élégant chinant, une coiffure que son coiffeur avait probablement mis 1 heure à peaufiner. Elle portait les boucles d'oreilles en diamant que sa mère lui avait offertes pour notre mariage. Celle qui accrochait la lumière à chaque mouvement de tête. Et l'espace d'un instant, en la voyant s'avancer vers moi, j'avais ressenti ce léger frisson de fierté familier qui accompagne le fait d'être marié à quelqu'un d'aussi beau. Mais ensuite, elle avait parlé et tout avait changé. Croyez-vous vraiment être invité? Les étrangers ne sont pas admis. Le mot « étranger » m'avait frappé comme un coup de poing, me coupant l'air et me laissant là, haletant comme un poisson sorti de l'eau. Étranger. Après 6 ans de mariage, 9 ans de vie commune, d'innombrables dîners de famille, fêtes de fin d'année et anniversaires où je m'étais assise à leur table, écoutant leurs histoires et riant à leurs blagues, après avoir aidé à organiser ce dîner, après avoir dépensé mon argent et mon temps pour que leur fête soit parfaite, j'étais une étrangère, debout dans le hall de l'Alderidge Club, entourée de peintures à l'huile de généraux confédérés morts et de lustres en cristal qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des maisons. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas seulement craquer, plier ou se déformer sous la pression, mais se briser comme un os qui se brise proprement. Et à cet instant de rupture, j'ai réalisé que je m'étais retenu par rien d'autre que de l'espoir et de l'obstination depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. La douleur a été immédiate et vive, comme toucher un poil brûlant ou marcher sur du verre brisé. Mais sous la douleur se cachait autre chose. Une sensation qui ressemblait presque à du soulagement. Parce que finalement, après des années à prétendre que leur traitement à mon égard était acceptable, après des années à trouver des excuses pour des comportements qu'aucune personne qui se respecte ne devrait avoir à tolérer, je voyais clairement la situation telle qu'elle était. Je n'étais pas de leur famille. Je ne l'avais jamais été et ne le serais jamais. J'étais juste un type qui avait épousé leur fille pendant ce qu'ils considéraient probablement comme une perte de jugement temporaire, et ils attendaient patiemment qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle change de partenaire pour quelqu'un de plus approprié. La matraille observait ce petit drame se dérouler avec le malaise professionnel qui n'est d'années passées à observer les moments intimes de gens riches dans l'espace public. Derrière moi, j'entendais d'autres invités arriver, leur voix portant cette cadence particulière de ceux qui n'avaient jamais eu à se soucier de leur place. Une femme rit à une remarque de son compagnon. Le son était clair et insouciant, complètement inconscient du fait que mon monde entier s'écroulait à 6 mètres de moi. Mais voilà le problème avec les points de rupture. Une fois qu'on les rejoint, on ressent une étrange liberté, celle de savoir qu'on n'a plus besoin de faire semblant. Toutes ces années à ravaler ma fierté, à accepter d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans mon propre mariage, à me convaincre que l'amour suffisait à combler le fossé entre leur monde et le mien. Tout cela s'est effondré comme de la vieille peinture qui s'écaille d'un mur. J'ai regardé Clarissa, je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vue clairement. J'ai vu sa façon de se tenir juste assez loin de moi pour bien comprendre que nous n'étions pas ensemble. Son regard scrutait déjà la pièce derrière moi à la recherche de personnes plus importantes à saluer. L'influence de sa mère sur elle, capable de balayer 6 ans de mariage d'un seul mot cruel, m'a fait sourire. Et j'ai souri. Non pas le sourire poli et complaisant que j'avais perfectionné au fil des années passées à affronter les événements sociaux de sa famille, mais quelque chose de nouveau, d'honnête, quelque chose qui m'appartenait entièrement. Alors je vivrai comme une étrangère, ai-je dit. Ma voix était posée et claire, sans la moindre trace du désespoir qui m'avait habité quelques instants plus tôt. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie, mais pas résonnant sur le sol de marbre comme un compte à rebours. Je n'ai pas regardé Clarissa, je n'ai pas attendu qu'elle me rappelle, qu'elle essaie de s'expliquer ou de s'excuser. Je suis juste passé devant les peintures à l'huile et les lustres en cristal. Devant ce monde qui n'avait jamais été le mien et qui ne serait jamais le mien, vers ce qui allait suivre.
Je ne suis pas rentré chez moi. Merde, je ne pouvais pas rentrer chez moi. L'idée d'être assis dans notre appartement, entouré de photos de mariage et de souvenirs partagés, à attendre que Clarissa revienne du dîner que j'avais aidé à organiser mais que je n'avais pas le droit d'assister, était une torture émotionnelle de la pire espèce. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à traverser la ville sans destination précise en tête, juste avec le besoin de bouger, de prendre de la distance avec l'humiliation que je venais de subir au Alderidge Club. Les rues étaient plus calmes que d'habitude pour un samedi soir. La plupart des gens profitaient de leur soirée ou étaient installés chez eux en famille. Je passais devant des restaurants où des couples partageaient des dîners intimes, des bars où des groupes d'amis riaient autour d'un verre, des cinémas où les gens vivaient une vie normale, sans être exclus de leur propre fête de famille. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement détaché du monde qui m'entourait, comme si je flottais dans l'espace, sans gravité pour me retenir. Finalement, je me suis retrouvé à Lookout Point, un point de vue panoramique au nord de la ville que la plupart des gens ne connaissaient que s'ils avaient grandi ici. Le jour, il n'y avait pas grand-chose à voir. Juste un petit parking et un banc surplombant la ville. Mais la nuit, avec toutes ces lumières dispersées en contrebas comme des diamants, c'était vraiment spectaculaire. J'avais découvert cet endroit à la fac. Ces soirs-là, quand j'étais stressé par les examens, inquiet pour l'argent ou simplement en quête de calme pour réfléchir, je garais la voiture et me dirigeais vers le banc. L'air frais de la nuit me frappait le visage comme un réveil. La ville s'étendait en contrebas, toute de lumière scintillante et de circulation au loin, paraissant paisible et organisée de loin. Impossible de distinguer les drames individuels qui se déroulaient là-bas. Impossible de distinguer les disputes, les ruptures et les moments de trahison qui se déroulaient probablement dans des dizaines de foyers à cet instant précis. De là-haut, tout paraissait gérable, contenu, comme un train miniature dont les pièces s'emboîtaient parfaitement. J'ai sorti mon téléphone et vérifié l'heure, 20h14. À cet instant précis, on allait servir le plat principal du dîner d'anniversaire. Le saumon en croûte d'herbe que j'avais personnellement goûté 3 semaines plus tôt, accompagné du pinot noir de l'Oregon que Conrad avait expressément demandé après que je lui ai parlé d'une dégustation de vin à laquelle j'avais assisté pour le travail. Le quatuor à cordes jouerait doucement en fond sonore, probablement en train d'écouter la playlist de classiques romantiques que je les avais aidés à composer. Et Clarissa serait assise à la table d'honneur avec ses parents, riant et discutant avec leurs amis, sans probablement penser une seule seconde à ce mari qu'elle venait de considérer comme un étranger. Peut-être que quelqu'un m'avait demandé où j'étais, et qu'elle avait trouvé une excuse polie, prétextant que je devais travailler tard ou que je ne me sentais pas bien. Ou peut-être que personne n'avait remarqué mon absence, ce qui était encore pire. Assis sur ce banc, j'observais la ville et essayais de comprendre ce qui venait de se passer quand mon téléphone a vibré avec un SMS. L'espace d'une seconde, mon cœur a bondi, pensant que c'était peut-être Clarissa. Peut-être avait-elle réalisé à quel point elle avait été horrible et voulait s'excuser. Mais ce n'était qu'une notification de ma banque confirmant le prélèvement automatique de la compte du traiteur. Ma moitié de l'addition pour un dîner auquel je n'avais pas le droit d'assister. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Quelque chose comme un interrupteur qui passait de l'arrêt à la marche. Toutes ces semaines de planification, tout ce travail que j'avais fourni pour que leur fête soit parfaite. Tout l'argent que j'avais dépensé en fleurs, en décoration et en engageant les meilleurs vendeurs de la ville. Et il m'avait remercié en me traitant comme si je n'existais pas. J'ai repensé au diaporama que j'avais créé, cet hommage numérique qui était probablement en attente sur l'ordinateur portable que j'avais personnellement livré à l'équipe technique du club hier après-midi. Toutes ces heures passées à numériser de vieilles photos, à ajuster les couleurs, à synchroniser les images avec une musique qui rappellerait à Conrad et Miranda leurs 40 ans de vie commune avec tendresse et nostalgie. La lecture devait commencer automatiquement à 20h20, juste après le plat principal et avant qu'il n'apporte le gâteau d'anniversaire. Mais voici le problème avec les présentations numériques à l'ère moderne, elles sont incroyablement faciles à modifier si l'on sait ce que l'on fait. Et après 9 ans dans le conseil en logistique, à travailler sur des logiciels de chaîne d'approvisionnement et des systèmes de gestion des stocks, je savais parfaitement ce que je faisais en informatique. Le diaporama était connecté à un serveur privé que j'avais spécialement configuré pour cet événement, avec des fonctionnalités d'accès à distance me permettant d'effectuer des mises à jour en temps réel si nécessaire. J'avais intégré cette fonctionnalité, pensant qu'elle pourrait être utile si Conrad ou Miranda souhaitaient ajouter des photos de dernière minute ou modifier la sélection musicale. Je n'aurais jamais imaginé l'utiliser pour une telle chose. À 20h16 précise, j'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté au réseau Wi-Fi invité du club.
Mes doigts ont parcouru le clavier avec la précision automatique issue d'années d'expérience à accéder au serveur, à naviguer dans les fichiers du diaporama, à me préparer à apporter des modifications dont Conrad et Miranda se souviendraient certainement. Le diaporama original était doux et sentimental, rempli de photos de mariage, de vacances en famille et de célébrations marquantes qui dressaient le portrait de 40 ans de bonheur conjugal. Mais j'avais aussi accès à d'autres photos. Des images qui racontaient une histoire bien différente de la dynamique familiale des Devlin. Des captures d'écran de SMS que Clarissa avait envoyées à ses amis pour se moquer de mes vêtements, de mon origine, de mon incapacité totale à m'intégrer à leur cercle social. Des photos de ses brunchs secrets avec Julian Whitmore, son vieil ami de fac, récemment divorcé et très désireux de renouer avec ses anciens camarades. Des blagues personnelles sur moi qu'elle avait partagées dans son groupe de discussion avec ses sœurs de sororité. Des conversations où elle riait toute de moi, me disant que j'étais comme un golden retriever qui avait appris à porter un smoking, bien intentionné et loyal, mais finalement pas assez bien logé pour la bonne société. Des messages où elle se plaignait de devoir me gérer lors d'événements sociaux, de l'épuisement qu'elle ressentait à se soucier constamment de ce que je pourrais dire ou faire qui la mettrait dans l'embarras devant les bonnes personnes. J'avais découvert tout ça par hasard quelques mois plus tôt, alors que je lui avais emprunté son ordinateur portable pour une présentation, et qu'elle avait oublié de se déconnecter de ses applications de messagerie. À l'époque, je me disais que ça n'avait pas d'importance, qu'elle se confiait simplement à ses amis, comme le font parfois les gens mariés. Mais voir tout cela écrit noir sur blanc, lire sa cruauté désinvolte envers l'homme qu'elle avait promis d'aimer et d'honorer, c'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Assis sur ce banc surplombant la ville, je décidai qu'il était temps pour Conrad, Miranda et tous leurs amis distingués de voir exactement quel genre de personne ils avaient célébré toutes ces années. Le temps pour eux de comprendre ce que leur fille pensait vraiment de l'homme qu'elle avait épousé et ce qu'elle disait vraiment de lui quand elle pensait que personne d'important ne l'écoutait. À 20h20, pile à l'heure prévue, le diaporama commença dans la salle à manger principale de l'Alderidge Club. Mais au lieu du voyage sentimental à travers 40 ans de mariage auquel les invités s'attendaient, ils eurent droit à quelque chose de très différent. Ils furent aux premières loges pour voir la vraie Clarissa Devlin, celle qui existait derrière les portes closes, quand les caméras ne tournaient pas et que les masques tombaient. J'imaginais parfaitement la scène. Les murmures confus des photos de mariage ont cédé la place aux captures d'écran de SMS cruels. Les mouvements inconfortables des sièges tandis que les conversations privées s'affichaient à la vue de tous. La lente prise de conscience que quelque chose avait terriblement mal tourné dans la soirée. Et puis, à 20h20 précise, le téléphone de Miranda s'est mis à sonner. Assis sur mon banc, j'ai regardé les lumières de la ville scintiller en contrebas. Et pour la première fois en 6 ans de mariage, je me suis senti complètement et totalement libre. Libre des faux semblants. Libre de l'effort constant pour être quelqu'un que je n'étais pas. Libre du travail épuisant consistant à obtenir l'approbation de gens qui ne me trouveraient jamais à la hauteur. Les appels téléphoniques allaient se poursuivre toute la nuit. Je savais que le téléphone de Miranda s'illuminait comme un sapin de Noël lorsque les amis et les membres de la famille présents au dîner m'ont contacté pour demander ce qui s'était passé, exprimant leur choc et leur inquiétude. Et probablement une satisfaction non négligeable à voir l'image parfaite de la famille Devlin s'ouvrir à la vue de tous. Mais c'était leur problème maintenant, pas le mien. J'en avais assez de réparer leurs bêtises, de m'excuser d'exister, de prétendre que l'amour suffisait à combler le fossé entre qui j'étais et qui ils pensaient que je devais être. J'ai fermé mon ordinateur portable, remonté dans ma voiture et suis rentré chez moi pour commencer à réfléchir à la suite. J'aurais dû le voir venir dès le premier jour. Bon sang, les signes avant-coureurs étaient là dès l'instant où Clarissa m'a ramené chez elle pour rencontrer ses parents, clignotant comme des néons sur une autoroute sombre. Mais j'étais jeune, amoureux et assez stupide pour croire qu'en faisant suffisamment d'efforts, en travaillant suffisamment longtemps, en prouvant ma valeur, ils finiraient par m'accepter comme membre de leur famille. Quelle blague! La première fois que je suis entré dans la résidence Devlin, j'ai eu l'impression d'avoir pénétré dans un monde complètement différent. La maison était située sur environ 2 hectares de pelouse parfaitement entretenue, avec une allée circulaire qui aurait pu servir de petit parking et des colonnes dignes d'un bâtiment gouvernemental plutôt que d'un Porsche. Tout dans cet endroit respirait l'argent ancien, l'argent établi, le genre de richesse transmise de génération en génération comme un héritage familial. Conrad ouvrit lui-même la porte le premier soir, mais j'appris plus tard qu'ils avaient une gouvernante qui s'occupait habituellement de ces tâches subalternes. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, avec cette poignée de main ferme qui était probablement censée être un test de caractère, me toisant de la tête aux pieds comme s'il évaluait du bétail à une foire. Alors,
vous êtes le jeune homme dont Clarissa nous a parlé, dit-il, et quelque chose dans son ton laissait entendre que ce qu'elle leur avait raconté n'était pas entièrement positif. Miranda apparut à côté de lui, tout en charme du Sud, cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtue d'une robe qui devait coûter plus cher que ce que je gagnais en un mois. Elle avait ce sourire particulier que les femmes fortunées perfectionnent au fil des ans. Celui qui paraît chaleureux et accueillant de loin, mais qui est glacial quand on est assez près pour le voir clairement. « Mason, n'est-ce pas ?» dit-elle en tendant une main qui donnait l'impression de tenir un oiseau délicat. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin. Clarissa nous a tant parlé de ton passé. » Sa façon de parler de ton passé faisait penser à un problème de santé, à un malheur qui m'était arrivé plutôt qu'à la vie que j'avais construite de mes propres mains. Mais j'ai souri, hoché la tête et fait semblant de ne pas remarquer la condescendance qui coulait de sa voix comme le miel d'un pot cassé. Ce premier dîner m'a appris à me situer exactement dans leur hiérarchie sociale. La salle à manger était plus grande que tout mon appartement, avec une table qui aurait pu accueillir une petite armée et suffisamment d'argenterie par couvert pour approvisionner un restaurant. J'ai passé les 10 premières minutes à essayer de déterminer quelle fourchette utiliser pour quoi, tandis que le frère cadet de Clarissa, Preston, régalait la table d'anecdotes sur son dernier voyage en voilier aux Bahamas. Preston était tout ce que je n'étais pas, héritier de la fortune familiale, diplômé des bonnes écoles, membre des bons clubs, fiancé à une fille dont le père possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux du centre-ville. Il avait cette confiance naturelle qui naît de ne jamais avoir à se soucier de l'argent, du statut social ou de son appartenance. Et il a fait en sorte que je le sache. Alors Mason, dit-il lors d'une pause dans la conversation, coupant son steak avec la précision d'un chirurgien. Clarissa nous dit que tu travailles dans la logistique. C'est comme déplacer des cartons, non? La question était faite pour me faire sentir petit, et ça a marché. Je suis consultant, dis-je en essayant de garder une voix posée. J'aide les entreprises à optimiser leur chaîne d'approvisionnement, à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité. Oh, comme c'est intéressant! Intervint Miranda, même si son ton laissait entendre qu'elle trouvait ça aussi intéressant que de regarder la peinture sécher. Et où as-tu étudié? Clarissa est allée à Vanderbilt. Tu sais, son père et moi y sommes allés, tout comme son grand-père. Une école publique, ai-je admis, avec l'impression d'avouer un crime. J'ai travaillé dur, alors j'avais besoin d'une solution abordable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pas le calme confortable des gens qui savourent leur repas, mais le silence gêné qui s'abat sur une pièce après que quelqu'un a dit quelque chose d'embarrassant. Conrad s'éclaircit la gorge et changea de sujet pour un sujet plus rassurant. La météo, je crois, ou peut-être la politique locale. Tout sauf la réalité inconfortable que leur fille fréquentait quelqu'un qui avait dû payer ses études comme un simple ouvrier. Au fil des mois et des années qui ont suivi, le schéma est devenu clair. Je n'étais pas Mason Beck, un professionnel accompli promis à un brillant avenir. J'étais ce Mason, celui qui avait réussi à attirer l'attention de Clarissa pendant ce qu'ils espéraient n'être qu'une phase temporaire dont elle finirait par se remettre. Chaque réunion de famille renforçait la hiérarchie. Preston tenait la cour avec des anecdotes sur ses dernières entreprises ou ses tournois de golf. Tandis que j'étais assis là, tel un meuble cravate, lorsqu'il parlait de traditions familiales ou de souvenirs partagés, j'étais toujours l'observateur extérieur, celui qui n'avait assisté à aucun des moments importants qui avaient façonné leur identité familiale. Les exclusions sont devenues plus évidentes au fil du temps. Des fêtes d'anniversaire où j'arrivais pour découvrir que tout le monde avait reçu des informations détaillées sur les thèmes de cadeaux ou les codes vestimentaires, me laissant me démener pour déterminer ce qui était approprié. Des fêtes de fin d'année où je découvre des traditions familiales dont on ne m'avait jamais parlé. Des blagues privées transmises de génération en génération, des références à des personnes, des lieux et des événements que je ne comprenais pas dans mon contexte. Preston, en particulier, semblait prendre plaisir à s'assurer que je sache exactement où je me situais dans la hiérarchie familiale. Mason est le plus avec des avantages, a-t-il dit un Noël, provoquant un grand rire chez ses cousins venus d'Atlanta pour les fêtes. Et Clarissa, elle, riait avec eux comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Ça aurait dû être mon déclic. Le moment où j'ai compris que la femme que j'avais épousée était plus soucieuse de s'intégrer à sa famille que de défendre l'homme qu'elle avait promis d'aimer et d'honorer. Mais j'étais encore assez jeune et assez stupide pour croire que les choses changeraient une fois marié. Une fois que je serais devenu un membre officiel de la famille, et non un simple type que Clarissa fréquentait. Quelle blague! En fait, le mariage a aggravé les choses. Maintenant,
je n'étais plus seulement le petit ami inadapté qui finirait par partir. J'étais la gêne permanente qui les bloquait. Le rappel que leur fille parfaite avait commis une erreur avec laquelle ils devaient tous composer. Les pics subtils devenaient plus pointus, les exclusions plus délibérées, le message plus clair. Tu as peut-être épousé cette famille, mais tu n'y auras jamais vraiment ta place. Les dîners d'affaires où Conrad discutait d'opportunités d'investissement et d'évolution de carrière avec Preston, tandis que j'étais assise là, comme une plante en pot. Les événements caritatifs où Miranda présentait Clarissa à des personnes importantes, tandis que je me retrouvais seul à bavarder avec quiconque se trouvait à proximité. Les vacances en famille où il y avait toujours une raison pour laquelle il valait mieux que je reste à la maison. Les obligations professionnelles, le manque d'espace, une vague allusion au fait que je n'apprécierais peut-être pas les activités qu'ils avaient prévues. Avec le temps, les mots de Clarissa devenaient aussi plus tranchants. Sa patience face à mon incapacité à m'intégrer harmonieusement à leur monde s'amenuisait. « Tu es trop sensible », disait-elle quand je mentionnais mon sentiment d'exclusion ou de malaise. « Tu devrais être reconnaissante à mes parents d'avoir été si accueillants. Tout le monde ne serait pas aussi tolérant qu'il l'a été. » Accueillant. Acceptant. C'étaient ces mots. Pendant 6 ans de mépris à peine dissimulé, d'avoir été traité comme une employée de maison lors de mes propres réunions de famille, d'avoir vu mon origine, mon éducation et ma carrière être minimisées, considérées comme moins précieuses que les leurs, simplement parce que je les avais méritées plutôt que héritées. Je me suis convaincu qu'elle était simplement stressée, prise entre les attentes de sa famille et son amour pour moi. Je me suis dit qu'une fois que nous aurions nos propres enfants, que nous aurions bâti nos propres traditions familiales et créé notre propre identité, séparés de l'héritage du devon, les choses seraient différentes. Je me suis dit que si je travaillais plus dur, que je gagnais plus d'argent, que je faisais mes preuves plus pleinement, il finirait par me considérer comme digne de la femme que j'avais épousée. Mais on ne peut pas construire un foyer avec quelqu'un qui vous traite comme une employée de maison. Et on ne peut pas construire un mariage aimant avec quelqu'un qui a honte de ses origines. J'aurais dû apprendre cette leçon il y a des années. Mais parfois, il faut se faire assommer par la vérité avant d'accepter enfin ce qui nous saute aux yeux depuis le début. Ce soir, assis sur le parking de l'Aldridge Club, regardant ma femme balayer 6 ans de mariage d'un seul mot cruel, j'ai enfin compris ce que j'aurais dû comprendre dès le début. Je ne serai jamais assez bien pour ces gens, quoi que je fasse et malgré tous mes efforts. Le jeu était truqué depuis le début. Et j'avais été trop fier, trop stupide ou trop optimiste pour l'admettre. Il y avait autre chose dont je n'avais parlé à personne. Quelque chose qui rendait la situation à l'Aldridge Club encore plus tordue qu'elle ne l'était déjà. Caché dans le coffre de ma voiture, emballé dans du papier de soie et rangé dans une boîte en bois sur mesure qui m'avait probablement coûté plus cher que je n'aurais dû, se trouvait un cadeau sur lequel je travaillais depuis des mois. Pas n'importe quel cadeau, mais quelque chose dans lequel j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme, quelque chose dont je croyais sincèrement qu'il montrerait enfin à Conrad et Miranda combien leur famille comptait pour moi. Il s'agissait des images originales de leur mariage, converties à partir d'une vieille pellicule 8 mm dont Miranda avait mentionné qu'elle se dégradait dans l'heure. Grenier. Elle en avait parlé avec désinvolture un soir au dîner, déplorant que la technologie ait évolué et que leurs précieux souvenirs soient prisonniers d'un format inaccessible aux équipements modernes. C'est vraiment dommage, avait-elle dit en s'essuyant les yeux avec sa serviette. Tous ces beaux moments de notre mariage, qui prennent la poussière parce qu'on ne sait plus comment les regarder. C'est là que je suis intervenu, sans doute trop enthousiaste, en proposant mon aide. Je pourrais y jeter un œil. J'avais dit avoir des relations dans le monde de la technologie, des spécialistes de la restauration de vieux supports. On pourrait probablement les convertir en numérique, voire les améliorer et les remasteriser. Conrad avait semblé sceptique, comme toujours, quand je lui proposais de l'aider pour tout ce qui concernait leur trésor de famille. Ça a l'air cher, avait-il dit, et compliqué. Êtes-vous sûr de savoir de quoi vous parlez ? Mais Miranda s'était montrée intéressée, ses yeux s'illuminant d'un enthousiasme que je voyais rarement chez elle quand j'étais impliqué. Vraiment ? Tu pourrais faire ça ? Oh, Mason, ce serait merveilleux. J'espérais trouver quelqu'un qui pourrait s'en occuper correctement, mais tous ceux que j'ai contactés étaient si chers ou peu fiables. J'ai donc accepté le projet, passant des semaines à rechercher les meilleurs spécialistes de la ville, à obtenir des devis de différents services de restauration, pour finalement choisir une entreprise spécialisée dans la préservation des souvenirs de famille pour une clientèle fortunée, plus soucieuse de la qualité que du prix. Au final, le projet m'avait coûté près de $3000. Une somme que je ne pouvais certainement pas me permettre de dépenser à la légère,
mais que j'étais prête à dépenser si cela me permettait enfin de gagner une véritable reconnaissance de la part des parents de Clarissa. Mais il ne s'agissait pas seulement de la conversion. Une fois les fichiers numériques récupérés par l'entreprise de restauration, j'ai passé d'innombrables heures à travailler dessus moi-même. Grâce à un logiciel de montage vidéo, j'ai appris à travailler tard le soir et le week-end. J'avais nettoyé le son, stabilisé les tremblements de la caméra et même apporté une subtile correction colorimétrique pour sublimer les images. Le véritable travail avait consisté à créer quelque chose de nouveau à partir des images restaurées. J'avais élaboré une structure narrative autour de leur mariage, en ajoutant des intertitres avec des citations de leurs vœux, et en intégrant une musique de leur époque qui correspondait aux rythmes émotionnels de l'histoire. Mais la pièce maîtresse était une narration en voix off que j'avais écrite et enregistrée moi-même, un hommage sincère à leurs 40 ans de mariage, relatant toutes les étapes importantes que j'avais apprises au cours de mes années à essayer de m'intégrer à leur famille. J'avais fait des recherches sur leur histoire comme un documentariste, interviewant des proches lors de réunions familiales, prenant des notes sur les anecdotes qu'ils racontaient lors de dîners, reconstituant le récit de leur vie commune à partir de fragments de conversations et de vieux albums photos. La narration racontait leurs amours, leurs premières années de mariage, la naissance de leurs enfants, les succès commerciaux de Conrad, les œuvres caritatives de Miranda, toutes les vacances, les célébrations et les moments de calme qui avaient marqué 4 décennies de vie commune. C'était personnel, intime et respectueux. Le genre d'hommage que les cinéastes professionnels facturent des milliers de dollars pour créer aux familles aisées qui souhaitent préserver leur héritage pour les générations futures. Je passais des heures à trouver le ton juste, à enregistrer et réenregistrer des passages jusqu'à ce que les mots coulent naturellement, jusqu'à ce que cela ressemble au genre d'hommage affectueux qu'un gendre dévoué rendrait aux parents qui l'avaient accueilli dans leur famille, ce qui était exactement ce que j'espérais. Le projet était de le présenter pendant le dîner, probablement pendant les toasts après le plat principal, mais avant le gâteau d'anniversaire. J'avais déjà pris contact avec l'équipe audiovisuelle du club pour qu'elle installe un écran et une sonorisation digne de ce nom dans la salle à manger principale. J'avais même préparé un petit discours pour accompagner la présentation. Quelque chose sur la façon dont je devais faire partie de leur famille et à quel point leur histoire d'amour m'avait inspiré dans mon propre mariage avec leur fille. Avec le recul maintenant, le tout semble presque tragiquement naïf. Ici, je rassemblais cet hommage élaboré à 2 personnes qui ne pouvaient même pas être dérangées pour inclure mon nom sur la liste des invités pour leur dîner d'anniversaire. J'avais passé des mois de ma vie et des milliers de mes dollars à créer quelque chose de beau pour les gens qui m'ont vu comme une erreur embarrassante que leur fille avait commise lors d'un délai temporaire de jugement. Mais assis dans ma voiture à l'extérieur du club Alderidge, traitant ce qui venait de se passer, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de presque poétique dans la situation. Ici, j'ai eu ce cadeau incroyablement personnel et réfléchi, probablement la chose la plus significative que l'on leur aurait donnée ce soir-là, et ils ne le verraient jamais parce qu'ils ont décidé que je ne valais pas la peine de faire pour leur célébration. J'ai sauté le coffre et sorti la boîte en bois, sentant son poids dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un lecteur USB personnalisé contenant les images restaurées avec un livret imprimé qui comprenait des captures d'écran des moments clés et le texte intégral de ma narration. L'ensemble du forfait a été présenté comme quelque chose que vous pourriez trouver dans une boutique de cadeaux de musée. Professionnel et élégant et clairement cher. Pendant un moment, j'ai envisagé de rentrer dans le club et de le laisser avec le matraille, peut-être avec une note expliquant ce que c'était et lui demandant de s'assurer que Conrad et Miranda l'ont reçu. Mais ensuite, j'ai pensé aux paroles de Clarissa, les étrangers ne sont pas autorisés. Et je savais exactement ce que je devais faire à la place. Je me suis rendu à la station de voiturier où un jeune gars dans une veste rouge organisait des clés et des talons de billets. Il leva les yeux à l'approche, me reconnaissant probablement plus tôt quand j'avais remis ma voiture. « Excusez-moi, dis-je, sortant un petit morceau de papier et gribouillant rapidement une note. Pourriez-vous vous assurer que cela arrive à la fête d'anniversaire de la Délin ? C'est pour Conrad et Miranda. » Le voiturier a regardé la boîte en bois, puis à la note que j'avais écrite, ce qui disait simplement « de l'étranger ». Son expression s'est déplacée vers la confusion, mais... Il a hoché la tête professionnellement. Bien sûr, monsieur. Je vais m'assurer qu'il l'obtienne. Merci, dis-je, et je le pensais. Je l'apprécie. Alors que je retournais à ma voiture, je me sentais plus léger, comme si je mettais juste un fardeau que je n'avais pas réalisé que je portais. Ce cadeau avait représenté tout ce que j'avais essayé d'être pour la famille Develin. Réfléchi, généreux, désireux de plaire, disposé à aller au-delà pour prouver ma valeur. C'était le symbole parfait de tous les efforts que j'avais gaspillés en essayant de gagner l'amour de personnes qui n'allaient jamais lui donner. Maintenant,
il recevrait ce bel hommage cher et profondément personnel de The Stranger. Et peut-être, juste peut-être, ils se rendraient compte de ce qu'ils avaient jeté quand ils ont décidé que je n'étais pas assez bon pour m'asseoir à leur table. Peut-être qu'ils comprendraient que l'homme qu'ils ont rejeté si nonchalamment se souciait de leur famille pour passer des mois à créer quelque chose qui honorait leur histoire d'amour d'une manière qu'aucun de leurs amis et parents appropriés ne le ferait jamais. Ou peut-être qu'ils le collent dans un tiroir quelque part et l'oublient. La façon dont il m'avait oublié au moment où il est devenu pratique de le faire. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Dans les jours qui ont suivi le dîner d'anniversaire, le silence de Clarissa était presque aussi fort que le chaos qui se déroulait apparemment dans le cercle social de sa famille. Je savais qu'il y avait du chaos parce que je pouvais le sentir dans l'air, comme la charge électrique qui se construit avant un orage. La ville s'est sentie différente d'une manière ou d'une autre, chargée de ragots et de spéculations que je n'attrapais que des fragments lorsque je me suis aventuré à acheter des produits d'épicerie ou à prendre du café dans la boutique dans la rue. Je n'ai pas eu à deviner ce qui se passait. Le diaporama avait fait exactement ce que j'avais voulu qu'il fasse. Il avait reculé le rideau sur l'image parfaite de la famille Develin et avait montré à tout le monde quel genre de personnes ils étaient vraiment à huis clos. Les captures d'écran des messages textes cruels de Clarissa, ses réunions secrètes avec Julian, sa moquerie décontractée de l'homme qu'elle avait épousé, tout cela avait été affiché en haute définition pour que chaque personne importante de leur cercle social puisse voir. La réaction avait été rapide et impitoyable. Exactement ce que vous attendez dans une communauté où la réputation était tout et le scandale était le genre de mort sociale qui pourrait détruire des décennies de relations soigneusement cultivées. J'ai entendu des chuchotements dans le café, pris des fragments de conversation qui s'arrêtaient brusquement lorsque les gens ont remarqué que j'étais à proximité. Le nom de Develin était passé en ville comme un morceau de potin particulièrement juteux. Et pour la première fois de leur vie, Conrad et Miranda étaient du mauvais côté de l'équation sociale. Mais ce qui m'a le plus frappé pendant ces premiers jours, ce sont le chaos que j'avais causé dans leur monde. C'était l'absence totale de toute tentative de communication de ma femme. Pas d'appel téléphonique, pas de message texte en colère, pas de tentative d'expliquer ou de s'excuser ou même de me crier dessus pour ce que j'avais fait. Rien. C'était comme si j'avais simplement cessé d'exister dans son univers au moment où je suis sorti du club Alderidge. Mercredi matin, 4 jours après le dîner, j'ai finalement reçu un seul SMS de Clarissa. J'étais assis dans ma cuisine à boire du café et à lire les nouvelles sur ma tablette lorsque mon téléphone a bourdonné avec elle la première et la seule communication depuis que le tout avait explosé. Était-ce vraiment nécessaire ? 5 mots. C'est tout ce qu'elle avait à dire sur la fin de notre mariage, sur l'humiliation publique de sa famille, environ 6 ans de me traiter comme si j'ai eu la chance d'être toléré en sa présence. Pas des excuses pour m'exclure du dîner, j'avais aidé à planifier. Pas une explication pour expliquer pourquoi elle m'avait appelé un étranger devant le matraille et toute autre personne qui avait écouté. Pas même une reconnaissance que peut-être, juste peut-être, elle avait joué un rôle dans la création de la situation qui avait conduit à ma petite présentation numérique. Juste 5 mots qui ont réussi à faire de ma faute. J'ai regardé ce message pendant longtemps, mon pouce planant sur le clavier en considérant comment répondre. Une partie de moi voulait taper une explication détaillée de la raison pour laquelle cela avait été nécessaire. Une ventilation point par point de chaque humiliation que j'avais endurée au fil des ans, chaque léger licenciement et moment de cruauté décontractée qui avait conduit à ce point de rupture. Une partie de moi voulait lui demander si elle pensait vraiment que notre mariage pourrait survivre après ce qu'elle m'avait dit ce soir-là, si elle croyait honnêtement que nous pourrions simplement revenir à prétendre que tout allait bien. Mais à la fin, je n'ai pas du tout répondu. Je pose le téléphone et je suis retourné à mon café et c'était comme la réponse la plus honnête que je puisse lui donner parce que c'était vraiment à dire. Les dégâts ont été causés. La vérité était là-bas et aucune quantité de mots n'allait changer la réalité fondamentale de ce que notre relation était devenue. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai nettoyé notre placard commun, emballant tous les vêtements et chaussures et accessoires chers de Clarissa dans des boîtes que j'ai laissées soigneusement empilées dans le salon chaque fois qu'elle décidait de les récupérer. J'ai retiré les photos de mariage de la cheminée dans les murs, les stockant dans une boîte dans le placard de la chambre à côté de l'album de mariage que nous avons à peine regardé depuis notre lune de miel. J'ai rangé ma bague de mariage, je l'ai glissant de mon doigt pour la première fois en 6 ans et en le plaçant dans la petite boîte à bijoux où j'ai gardé ma montre et mes boutons de manchette. Ma main était étrange sans elle, plus légère, comme si je transportais un poids supplémentaire que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'il soit parti. L'appartement était différent sans tous les symboles de notre mariage encombrant l'espace. Plus grand, en quelque sorte plus propre,
plus comme un endroit où je vivais plutôt qu'un musée dédié à une relation qui mourait lentement depuis des années. J'ai réorganisé les meubles, déplaçant mon bureau à l'endroit où la table de vanité de Clarissa avait été, créant un espace de travail qui était entièrement à moi. Et puis j'ai fait quelque chose qui m'a même surpris. J'ai sorti mon ancien équipement de caméra du placard du hall, équipement que je n'avais pas.